Les Européens, tout au long de la conquête de l'Afrique, ont dû faire face à des phénomènes troublants. L'un des plus connus a été la très étrange affaire des hommes léopards qui a ensanglanté le Congo. Hommes, femmes, enfants, vieillards, personne ne paraît devoir être épargné. Les victimes, toujours des indigènes, sont attaquées lâchement alors qu'elles ne sont pas en mesure de se défendre, de nuit comme de jour, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans leurs cases, dans leurs champs et même sur un chemin fréquenté. Non seulement le crime est commis de sorte que mort s'ensuive, mais il s'accompagne souvent de quelque horrible mutilation. Ainsi, dans un village proche de Stanleyville, une femme pygmée nommée Bassé est découverte assassinée, avec 3 blessures de chaque côté du cou et le sein gauche tranché. Il n'est pas rare non plus qu'on ne retrouve de la victime que la tête ou l'un de ses membres, le reste du corps ayant été dévoré. Sur les quelques 200 meurtres agnotiques, comme les appelle le P. José, le grand spécialiste de ces questions, ayant fait l'objet d'enquêtes entre 1918 et 1947 de la part du seul parquet général de Brazzaville, on ne dénombre pas moins de 42 cas avérés d'anthropophagie, 20 de mutilation précédées de torture. Viol et profanation de sépultures après assassinat sont également très fréquents. Encore ne s'agit-il là que des cas dûment établis, ce qui revient à dire qu'on est loin du compte. Dans la crainte de représailles et aussi pour ne pas mêler les Blancs à ces affaires qui ne concernent, pense-t-elle, que les Africains, les familles de victimes gardent jalousement le secret sur les forfaits commis, ou imputent la mort de leurs proches à des accidents, de chasse par exemple. Mais rien ne vaut le document brut si l'on veut avoir une petite idée des atrocités dont se sont rendus coupables les hommes léopards. Voici donc une partie du rapport de l'autopsie pratiquée sur le cadavre d'une dénommée Atobi. La tête est nettement séparée du corps par une incision de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, tantôt à forme circulaire, tantôt à forme ondulatoire, mais partout aborné et opéré avec un instrument piquant ou tranchant. Toutes les parties externes et internes du cou et de la nuque manquent, peau, muscles, vertèbres cervicales, organes du tube digestif, de l'appareil respiratoire, etc. La tête, dans sa plus grande partie, n'existe plus qu'à l'état de crâne osseux, ayant conservé cependant une partie de cuir chevelu à la région de la voûte et dépourvue partout ailleurs du restant du cuir chevelu, ainsi que de la totalité de la peau. Le globe de l'œil droit persiste dans son orbite, celui de l'œil gauche manque. Les 2 oreilles manquent, la langue manque. Conclusion. Dans le cas de la prénommée, toutes les plaies décrites sont des plaies abornées, opérées par un instrument tranchant et piquant dirigé par une main criminelle. Il ne peut être question de plaies occasionnées par un fauve, et notamment par un léopard, c'est-à-dire de plaies par arrachement et lambeaux. Pour les médecins légistes, l'affaire par conséquent est entendue. Ce sont des êtres humains qui sont à l'origine des massacres. Tous les rapports d'autopsie concluent dans ce sens. Les Noirs, du reste, connaissent suffisamment le milieu dans lequel ils vivent, savane, brousse ou forêt, pour ne pas se laisser prendre par surprise. Ils repèrent vite les animaux dangereux et les accidents sont l'exception. Qui étaient les hommes panthères, les hommes lions, les hommes léopards qui hantèrent la chronique judiciaire pendant près de demi-siècle en Afrique noire?
Étaient-ce des êtres humains ayant subi une métamorphose? Étaient-ce des possédés des femmes criminelles, doublés d'anthropophages, ou bien des affiliés à de sociétés secrètes? Si les Européens restaient perplexes devant leur forfait, c'est que les intéressés n'avaient de cesse qu'ils n'aient entretenu la confusion sur leur mobile et aussi sur les moyens qu'ils utilisaient pour parvenir à leurs fins. Certes, au vu du matériel découvert par les enquêteurs, beaucoup de juges et d'administrateurs blancs en sont assez vite arrivés à la conviction que les hommes fauves usent de simulacres. Ainsi, dès 1924, dans un ouvrage publié à Anvers, le docteur J. Maas décrit l'attirail complet d'un homme léopard. Cette singulière panoplie comprend entre autres une paire de griffes en fer forgé, terminées par 5 lamelles très tranchantes et imitant les pattes de l'animal totem. Elle se compose aussi d'un masque teinté de façon adéquate et d'un grand manteau parsemé de taches noires. 7 costumes complets d'Anyota sont conservés au musée colonial de Tervuren. De son côté, l'officier de police judiciaire Lanois a établi en date du 27 août 1932 le procès-verbal suivant, que l'on peut examiner dans ce qui reste des archives du parquet général de Léopoldville. Il s'agit de la déclaration d'un nommé Kugana, qui, mis en confiance par l'enquêteur, a bien voulu faire une déposition. Question. Décrivez-moi l'Anyota que vous avez vue et les hommes qui l'accompagnaient. Réponse. L'Anotia portait autour du corps, c'est-à-dire depuis le cou jusqu'aux reins, une peau de léopard par-devant le corps. Une autre peau pendait dans le dos. Le tout était retenu par 2 fils de fer. L'homme portait sur les yeux un masque fait d'écorce teintée. Sur la tête, quelque chose de blanc comme de la poudre. Autour des reins, un pagne d'écorce d'arbre comme tous les hommes en portent. Au bout des doigts, des crochets de fer, 4 par main. Sous son bras, l'Anotia portait un grand couteau babali, appelé Bossia. Après avoir tué ma femme, l'Anotia remit son couteau sous son bras. Quant aux autres hommes qui l'accompagnaient, ils étaient habillés comme des hommes ordinaires. Interrogé par le même officier de police, un prévenu corrobore quelques mois plus tard, à peu de choses près, la déposition de Kagana. Les Anyota, dit-il, portent des couteaux et des griffes aux doigts. Ce sont des gants faits avec de l'écorce d'arbre, comme les vêtements indigènes. Il y a 5 griffes par main. Aux pieds, ils mettent du caoutchouc, coupé en forêt, ceci pour bien sauter et ne pas laisser de traces. Sur le corps, les Anyota portent un vêtement fait en écorce battue, tacheté de blanc comme la peau du léopard, mais on n'emploie plus la peau de ce fauve. Précisons que les hommes léopards, comme tous les autres hommes fauves, se fabriquent des espèces de sandales dont la semelle est taillée de telle sorte qu'elle laisse sur le sol des empreintes semblables à celles de l'animal. Mais ne faut-il pas faire des meurtres commis par les hommes léopards des crimes de droit commun? C'est bien au contraire une manifestation religieuse destinée à réunir le monde des dieux à celui des vivants. En bref, si les hommes léopards tuent, ce n'est pas par sadisme, ni par gloutonnerie. Ce pourrait être pour un motif analogue à celui qui animait les Aztèques quand ils se croyaient contraints d'immoler d'innocentes victimes, afin, pensait-il, de subvenir aux besoins en énergie du soleil, faute de quoi la terre se serait refroidie et le monde eût cessé d'être. Au substrat magico-religieux, avec ses rites d'initiation, ses aspects culturels, ses croyances,
l'importance accordée aux fétiches, etc., s'ajoutent toutefois dans le phénomène amniotique d'autres éléments propres aux sociétés secrètes. Selon l'ethnologue Marcel Mauss, le pouvoir politique n'est pas, on le sait, l'apanage exclusif des chefs ou des dirigeants officiels. Il existe aussi, dans toute société, quelle qu'elle soit, des gouvernements invisibles, qui doublent en quelque sorte ou qui tentent de doubler l'organisation politique reconnue. Les sociétés secrètes, il s'en faut, ne sont pas toutes ni toujours des organisations criminelles ou subversives. Elles peuvent avoir également, pour citer Mauss, une fonction régulière. Si, par leur fonctionnement intérieur, ajoute l'ethnologue, ces sociétés sont tenues en secret afin que rien de l'organisation ne transpire sur le plan officiel. Leur fonction, elle, est publique, et les sociétés secrètes initiatiques jouent un rôle de tout premier plan dans la société globale. Tel était le cas des confréries d'Omlio, panthères, etc. dans l'Afrique noire traditionnelle, au moins avant la colonisation. Une prise de succession à l'intérieur d'une chefferie éclatait-elle? Les initiés se réunissaient à l'écart de la communauté. Ils accomplissaient les rituels requis pour entrer en communication avec les ancêtres par l'intermédiaire de l'animal totem, léopard, lion, panthère ou quelque autre fauve symbolisant pour eux les forces de la vie et de la mort. Lorsque le litige était réglé, la succession assurée et la cohésion sociale rétablie, ce qui n'allait pas sans violence, parfois les agnotas reprenaient leur place au sein de la communauté, en cherchant de ne pas se distinguer du commun des mortels. Mais le fait est que le contrôle qu'ils exerçaient sur certaines chefferies était grand. Dans un article paru dans Paper of the Peabody Museum en 1941, W.G. Harley mentionne l'emprise considérable des sociétés secrètes criminelles sur la vie publique. Pour faire cesser les querelles de village, pour juger, condamner, punir et même exécuter les malfaiteurs, pour intensifier la ferveur religieuse dans les grandes occasions, pour assurer la fertilité des champs et augmenter les récoltes, pour construire des ponts, des lieux de culte et propager les savoir-faire artisanaux. Le rôle que jouaient les sociétés secrètes était donc loin d'être toujours négatif. C'est, semble-t-il, avec l'arrivée des Européens que les choses se gâtent. Les agnotas et autres initiés ne peuvent supporter que leurs compatriotes se soumettent à l'autorité des Blancs, ni que les chefs traditionnels, qui autrefois prenaient conseil auprès d'eux, obéissent à des administrateurs étrangers. Dès lors, ils sont de plus en plus enclins à solliciter l'injustifiable. Ils s'enfoncent dans le terrorisme et la criminalité. Ils veulent certes défendre les valeurs de leur civilisation, mais en agissant de la sorte, ils s'isolent de plus en plus dans la grande masse des Noirs. Il convient donc de considérer les atrocités commises par les hommes léopards et autres comme un sursaut désespéré contre un changement historique inéluctable. Le choc qui résulte de la rencontre des deux civilisations est toujours dur. L'atteste, par exemple, ce qu'il est advenu des cultures amérindiennes sous la pression des Espagnols. Heureusement pour l'Afrique, le heurt a été moins rude, mais il n'a été que trop sanglant.